la question, c'est un peu comment la Fondation, elle se met à travailler autour de la question de l'eau. Et je pense en fait ce dossier-là de l'eau, il reflète bien la Fondation dans la mesure où en fait c'est par le terrain et les partenaires et les rencontres que les équipes de la Fondation et surtout Daniel Mitterrand à l'époque faisaient que cette question-là de l'eau a vraiment émergé comme une question centrale. Et en fait, ce sont les acteurs sur le terrain, les collectifs, les citoyens, les peuples autochtones qui vont chercher à protéger, prendre soin de leur territoire face à des menaces qui étaient à l'époque très très fortes de construction de grands barrages, de projets de mines, d'infrastructures type méga autoroute au milieu d'un parc national, mais aussi toutes les privatisations, hein, parce que du coup, dans les années 80-90, c'est vraiment la grande époque du néolibéralisme avec toutes les privatisations aussi du service de l'eau. Et donc, en fait, c'est ces deux éléments-là qui viennent mettre à mal l'eau, à la fois la question du service de l'eau qui est privatisé, accaparé par les logiques marchandes, et à la fois tout ce qui vient mettre à mal l'eau et donc les équilibres climatiques et environnementaux, bah ça, en fait, ça fait que du coup, la fondation est naturellement en fait en train de s'impliquer et de venir soutenir ces luttes et ces batailles. Et en même temps, elle rencontre aussi beaucoup de peuples autochtones et dans ce cadre-là, en fait, il y a un moment un peu rupture qui est 1992, avec le sommet de Rio, le sommet de la Terre, où Daniel Mitterrand va rencontrer beaucoup de peuples autochtones lors de ce grand sommet, qui est vraiment le sommet un peu clé du point de vue de l'histoire environnementale, où tout va un peu se décider et donner la suite logique, hein, qui encore cadre aujourd'hui euh, les négociations internationales. Et en fait, du coup, Daniel à l'époque hein, est première dame et donc va rencontrer beaucoup d'acteurs et beaucoup de peuples autochtones, notamment les Ashaninka. Et du coup, au-delà de tout ce qu'elle sait déjà des batailles qui se mènent, il y a aussi cette rencontre-là qui se fait avec en fait des peuples autochtones qui portent une vision de l'eau et un rapport à l'eau, une relation à l'eau qui est intrinsèquement différente du monde occidental pour schématiser. Et donc en fait, naturellement, elle va vraiment davantage pousser la fondation à travailler sur ces questions. Et du coup, 92 est vraiment un moment clé, hein, c'est voilà, c'est un peu la porte d'entrée pour la fondation de ce dossier. Et du coup, après, à partir de ce moment-là, 92, c'est aussi un moment clé qui va structurer le discours de la fondation et ses actions. Parce qu'en 92, juste avant le sommet de la Terre, il y a une autre conférence qui est très importante, qui s'appelle la conférence de Dublin, qui est une conférence préparatoire, et où pour la première fois, on va dire l'eau est un bien économique. Et donc, en fait, à partir de là, il va y avoir une sorte de, encore une fois un peu pour caricaturer, mais deux camps qui vont s'affronter, avec un camp qui va donc affirmer clairement et de manière nette que l'eau est un bien économique, c'est une marchandise comme une autre, avec toute la rhétorique derrière de ah bah puisque l'eau est mise à mal, clairement il y a une crise de l'eau, l'eau devient rare, l'eau de bonne qualité devient rare, donc toute cette idéologie de la rareté, bah, on va se dire pour mieux la protéger, la seule solution c'est c'est de lui donner une valeur économique et donc comme ça on prendra davantage soin de l'eau, on réfléchira mieux, on aura une logique rationnelle. Donc c'est toute la logique marchande et économique et donc utilitariste qui va d'abord former ce premier camp entre guillemets avec derrière des acteurs clairs, hein, c'est-à-dire la Banque mondiale, le FMI, les grandes multinationales de l'eau. Et en gros, le discours, c'est de se dire, l'eau est rare, pour la protéger, on utilise la valeur marchande, et l'eau, c'est un besoin. De plus en plus de personnes, on se rend compte, n'ont pas accès à l'eau. Donc, il y a un besoin, et ben nous, on est là, on va remplir ce besoin, et tant qu'à faire, on le fait payer. Avec juste une petite rhétorique de se dire, bah, par contre, ce sera un coût abordable, vous inquiétez pas. Donc, de ce côté, on a ce camp. Et puis, de l'autre côté, si je caricature toujours, on a vraiment des associations, des collectifs, des citoyens, des peuples autochtones qui se disent, mais c'est tout simplement impossible de considérer l'eau comme un bien économique et comme une marchandise. L'eau, c'est la vie, donc c'est impossible qu'elle soit accaparée par des logiques marchandes et dans une vision de profit. L'eau, c'est un commun, et du coup, ça devrait être un droit humain, et non pas un besoin, un droit. Tout le monde doit avoir droit à l'eau. Et donc, on va avoir ces deux camps-là. Et la Fondation, évidemment, très tôt, va soutenir et être quelque part un acteur assez majeur de cet espace-là et de ces acteurs-actrices qui défendent l'eau comme droit humain et bien commun. Et donc, toutes les années 90-2000, la Fondation va à la fois soutenir des acteurs-actrices sur le terrain, construire un discours, être très présente dans les espaces où vont se discuter les questions de l'eau, et notamment un espace qui s'appelle le Forum alternatif mondial de l'eau,
où en gros, c'est l'espace où vont se réunir tous les acteurs qui portent cette vision-là de l'eau comme droit humain et bien commun autour du slogan l'eau pour la vie, pas pour le profit. Euh, et donc, en fait, Daniel aura un rôle assez clé. C'est aussi la grande phase en fait de l'altermondialisme, hein. Ces années-là, donc il y avait déjà les forums sociaux mondiaux, il y a les forums alternatifs mondiaux de l'eau. Donc Daniel, aux côtés d'autres personnes comme Ricardo Petrella, Maud Barlow, Vandana Shiva, Mario Suarez et plein d'autres grandes figures de l'altermondialisme, va porter ça et va avoir un discours qui va quand même euh, euh, retentir en fait aussi de par sa position évidemment de personnalité publique. Et donc, c'est un long travail qui nous emmène en 2010, donc c'est quand même une grosse bataille, en 2010, à ce qu'il y ait un autre tournant qui soit, enfin, ça y est, l'ONU reconnaît le droit humain à l'eau. C'est l'Assemblée générale, donc vraiment les États, qui vont reconnaître l'existence du droit à l'eau. Et cette résolution, elle est portée par la Bolivie et plusieurs autres pays, essentiellement du Sud et beaucoup latino-américains. Faut pas oublier qu'à l'époque, hein, la Bolivie est présidée par Morales, que son ambassadeur, c'est Pablo Solón, c'est quelqu'un qui est très en lien avec l'altermondialisme et que Daniel a beaucoup rencontré. Et donc, en fait, c'est un long travail pour arriver à ce que la Bolivie arrive à proposer cette résolution et elle est acceptée. Alors, il y a quand même 41 abstentions qui sont une manière de dire non, essentiellement des pays du Nord, mais c'est quand même la première fois que le droit à l'eau est reconnu et c'est vraiment une victoire pour les structures associatives, citoyennes, autochtones et tous ceux et celles qui croyaient en ça. Même si évidemment ça va ouvrir un nouveau champ de bataille qui sera du coup la concrétisation de ce droit et qu'est-ce qu'on met réellement derrière. Parce qu'il ne faut pas négliger que si les associations et nous en premier la Fondation on a porté l'eau comme droit humain, c'était vraiment avec l'optique de faire un rempart, de faire barrage aux logiques de marchande, aux logiques de privatisation et de financiarisation. On verra, je pense, après que bon, c'est une victoire qui reste en demi-teinte, mais qui est quand même le socle sur lequel aujourd'hui on s'appuie pour dire qu'il existe bien un droit humain à l'eau.